Il y a un détail de l'histoire, c'est les armées de Charles Quint viennent ici investir le château dans les années 1520. Et quand ils voient de loin ce à quoi ils s'exposent, ils font demi-tour. Hors les murs, le reportage de Passion médiéviste. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du format Hors les murs de Passion médiéviste, le format où je vous propose une immersion sonore dans un lieu où le Moyen-Âge est encore présent aujourd'hui. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et aujourd'hui, je vous emmène dans un type de lieu que nous n'avons pas encore exploré ensemble, un château. Mais je peux presque parier que le château de cet épisode, vous n'en avez jamais entendu parler. Bon, de toute façon, vous avez vu le titre de l'épisode, donc je peux vous le dire, nous sommes au château de Sedan. Vous connaissez peut-être Sedan, c'est une ville qui est située dans les Ardennes, juste à côté de la frontière avec la Belgique, qui est célèbre notamment pour sa bataille de 1870 et pour son rôle pendant les guerres mondiales, mais elle a aussi un château qui n'est pas assez connu au niveau national, même si pourtant il a été élu en septembre 2023 monument préféré des Français. Je précise pour commencer aussi que cet épisode a été réalisé dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec le service du patrimoine de la ville de Sedan. Cela dit, on me propose beaucoup de collaborations rémunérées pour parler d'endroits. Je dis pas oui à tout, mais là j'ai dit oui parce qu'effectivement, le fait que ce château soit pas assez connu a vraiment suscité ma curiosité. Je ne savais pas qu'il y avait un château à Sedan, donc je me dis que beaucoup d'entre vous aussi. Et donc, ça veut dire que c'est le bon sujet pour un épisode. Et donc, dans cet épisode, nous allons parler des châteaux forts au Moyen-Âge, des spécificités de ce château, de sa famille, et donc de son histoire, bien sûr. Il y aura au micro plusieurs invités, avec des spécialités différentes. On va voir ça tout de suite. Et là, on arrive dans la cour du château par une des entrées. Je tiens à vous le dire, c'est un château qui est vivant, donc vous allez peut-être entendre dans l'épisode des visiteurs, des gens qui travaillent ici, des voitures, des bruits de climatisation, des bruits de vidéos qu'on entend dans le parcours de visite, mais c'est aussi ça, l'immersion sonore. On vient d'entrer dans le château et donc aujourd'hui, j'ai un guide très particulier qui connaît parfaitement le château qui va pouvoir nous guider. Alors je m'appelle Alain Sartelet, je suis natif de Sedan. Et depuis que, un petit peu comme Astérix, je suis tombé dans la potion magique quand j'étais petit. Et la potion magique, c'est le château de Sedan, qui me tient au corps et à l'esprit depuis, plus de 50 ans. J'ai commencé à être passionné par le château à l'époque où j'étais louveteau ici. Et j'ai commencé à explorer les souterrains, les tours, les salles, et puis à me demander pourquoi tel mur paraissait plus vieux que tel autre. Et puis à gribouiller des dessins, des plans, etc. Puis petit à petit, j'ai essayé de comprendre le schéma d'évolution du château, qui est extrêmement complexe. Je pense que j'y suis à peu près parvenu, mais ça a été un travail de plusieurs années. Et oui, effectivement, parce que c'est un château pas tout à fait comme on le voit dans les manuels ou comme quand on dessine un château, voilà, avec 4 tours, un plan carré. Est-ce que vous pouvez essayer de décrire effectivement à quoi ressemble ce château ? Alors ce château, on le compare souvent, et c'est assez juste, à un millefeuille. Sa caractéristique, c'est qu'il a été en fonction pendant des siècles. À partir du moment où Évrard III de la Marck lance le château dans les années 1424, le château ne va pas arrêter d'évoluer au fil des progrès de l'artillerie. Et à chaque époque, les princes de Sedan successifs ont eu à cœur d'en faire une forteresse à la page, et une forteresse moderne. Donc, on a sous les yeux le déroulé de 6 siècles d'architecture, puisque les derniers travaux de mise à niveau du château ont été réalisés sous Napoléon III. Donc ça montre la longévité de la forteresse et son aspect aussi un peu étrange, un peu complexe. Ici, on ne voit pas quelque chose comme à Pierrefonds, par exemple, mais un condensé merveilleux de l'histoire de l'architecture militaire. Et justement, vous me disiez que vous avez beaucoup travaillé sur les plans du château. Si on devait essayer de décrire les plans, alors je mettrai bien sûr des plans sur le site du podcast, mais déjà, à quoi ils ressemblent au niveau du plan ? Alors au niveau du plan, le fameux millefeuille, il se voit aussi sur le plan.
Parce que le château commence d'abord par une église qui est perchée sur la colline qui domine le village de Sedan, une petite église dédiée à Saint-Martin. Cette église, elle apparaît dans les textes en 997. Ça vous montre un petit peu l'origine très lointaine. Cette petite église, elle va appartenir ensuite aux moines de l'abbaye de Mouzon. Ils vont installer un petit prieuré avec une tour qui va devenir le donjon du futur château. Ce petit prieuré, il va être acheté avec la seigneurie de Sedan par Évrard III de la Marque en 1424. Et il a vu tout de suite, ce seigneur a vu tout de suite l'importance stratégique du site. Un site qui domine la Meuse et surtout un site qui est en pente douce vers la Meuse et qui va permettre de bâtir un château en extrayant les pierres sur place. Et donc il va faire un petit château triangulaire qui existe encore et ses successeurs vont l'agrandir de façon formidable. Et les murs vont passer de 2 mètres d'épaisseur à 4 mètres d'épaisseur, à 10 mètres d'épaisseur. On atteint des épaisseurs fabuleuses. Dans l'axe de la tour du Nord, le mur fait 100 mètres d'épaisseur. Pardon ? 100 mètres d'épaisseur. Bien sûr, ce n'est pas de la maçonnerie pleine. Ce sont 2 grosses épaisseurs de murs d'un côté et de l'autre et on remplissait avec de la caillasse et de la terre. Mais vous imaginez le matelas gigantesque, ça pouvait résister à tous les boulets de canon. C'était absolument formidable. Ensuite, ces grosses fortifications très épaisses, elles vont être remplacées par ce qu'on appelle des bastions. À chaque angle du château, on va bâtir un bastion triangulaire, quasiment 100 ans avant Vauban. Donc la place forte a toujours été novatrice. Donc là, si on regarde le château aujourd'hui, est-ce que c'est possible de dire, en termes de pourcentage par exemple, qu'est-ce qui reste de médiéval ? À mon avis, je dirais 20%. 20%, mais tout ce qui a été ajouté après, chaque chose a son intérêt. Puis aussi, il y a une chose qui est vraiment importante ici, c'est que le château, au départ, c'est une forteresse militaire, mais petit à petit, les Lamarque vont s'installer ici à demeure. Au début, il n'y a qu'un capitaine qui loge. Mais après, les princes vont installer des appartements qui vont se déployer sur les 2 ailes du château tournées vers la ville, avec une chapelle princière et des appartements qui sont gigantesques, puisque les 2 ailes, bout à bout, font plus de 150 mètres de longueur. Avant de faire un petit tour sur les terrasses extérieures du château avec Alain Sartelet, je vous propose un petit point archéologie. Il faut savoir que plusieurs campagnes de fouilles archéologiques ont eu lieu au château. Les premières ont été menées de 1965 à 1972 par la Société d'histoire et d'archéologie du Soudanais. Et d'autres fouilles ont eu lieu au début des années 90 et notre deuxième invité y a justement participé. Je m'appelle Jean-Pierre Léman, je suis président de la Société archéologique du Sillon-Mauzan, c'est-à-dire de la vallée de la Meuse, SOS Fouilles pour les interventions rapides. Là, nous sommes à l'origine avec le prieuré dédié à Saint-Martin, qui est une possession de Mouzon. Et est-ce que vous pouvez me raconter ce que vous avez fait sur ce prieuré et quand est-ce que vous avez fait des fouilles archéologiques dessus ? On a commencé ici vraiment en 1991, lors du dégagement de la salle à l'Archère. Alors notre but, c'était de trouver les origines du château, d'en descendre le plus profondément possible pour retrouver les parties les plus anciennes, quoi. Ce qu'on a mis au jour, c'est le remplissage de ces salles à l'Archère avec tous les ossements, parce que c'est proche des cuisines. Donc on a pu retrouver l'analyse des ossements avec du cerf, des poulets, du poisson, etc., etc. Parce que l'idée, c'est, dites-moi ce que vous mangez, je dirais qui vous êtes. C'est ça qui est important dans l'analyse de ces ossements. Voir aussi les âges des animaux, comment ils les abattaient, les traces de coups de couteau. Vous voyez, c'est des indices vraiment très importants, comme on débite en cochon, par exemple. Alors, si on revient donc à l'histoire du château, avant le château, qu'est-ce qu'on avait ici sur cet emplacement à Sedan ? Là, on a le prieuré Saint-Martin, qui était la partie la plus ancienne. Et le château, naturellement, arrive beaucoup plus tardivement. À quoi ressemblait le prieuré à l'époque et vraiment physiquement, qu'est-ce qu'on avait ? L'église est assez vaste. Ça permettait aussi de recevoir des pierres tombales, c'est-à-dire les gens qui se faisaient enterrer dans le corps des églises, c'était les gens riches, et les gens qui étaient à l'extérieur, par exemple, c'était les enfants.
ils ont pu dégager tout le remblai qui venait surtout avec les déchets qu'on se débarrassait. L'église est devenue une poubelle, quoi. Et d'ailleurs, on en a trouvé même des ossements des cimetières autour de ce prieuré dans la salle à l'Archère. Donc ces fouilles ont permis de dégager aussi une pierre tombale d'un abbé qui s'appelait Guérin, je crois. Bon, nous retrouverons Jean-Pierre Léman un peu plus tard à l'intérieur du château pour parler de nouveau d'archéologie. Mais là, Alain Sartelet nous attend dans la grande cour du château. Alors ici, nous sommes dans la grande cour, ou la cour basse du château fort, ou autrefois on appelait ça la baille. C'est un petit peu la cour de service. Et la partie haute qu'on a devant nous était la partie qui était réservée à l'habitat. On a devant nous en fait 3 éléments emblématiques, plutôt 4 éléments emblématiques du château fort. Juste devant nous, nous avons le très vieux donjon médiéval qui remonte au XIIIe siècle. Il ne paye pas de mine, mais il a été ce qu'on appelle découronné, c'est-à-dire qu'il a perdu des étages au fil des siècles et il a surtout perdu une de ses caractéristiques jusqu'aux années 1810 à peu près. Il avait conservé sa flèche, c'est-à-dire que les toitures étaient surmontées d'un immense clocher qui faisait plus de 20 mètres de hauteur, dans lesquels on logeait la cloche d'alarme. Et cet immense clocher, on appelait ça le beffroi. On pouvait bien sûr y guetter tous les environs. C'est l'élément majeur de notre château et un des plus anciens. Parce que là, effectivement, il fait peut-être 2-3 étages de haut. Et autour de lui, il est entouré de bâtiments plus grands. Oui, tout à fait. Mais comme je vous le disais, il a diminué de taille au fur et à mesure que les siècles passaient. L'autre bâtiment qui est intéressant, c'est qu'on a en face de nous, c'est la chapelle. L'ancienne chapelle princière, la chapelle privée des princes, là où allait uniquement la famille princière et ses invités. Les soldats, les domestiques, eux, ils avaient la vieille église Saint-Martin dans la cour haute qui était à leur disposition. Donc on voit qu'au niveau liturgique, spirituel, les choses étaient divisées en 2. La spiritualité pour les nobles, pour les princes, et la spiritualité pour les gens du commun. Un autre bâtiment aussi qui est caractéristique de cette grande cour et qui montre l'importance du château et surtout l'importance du nombre des soldats qui logeaient ici, c'est ce qu'on appelle le Faber. C'est un immense bâtiment qui est troué de dizaines et de dizaines de petites fenêtres. Et en fait, c'est là où on stockait autrefois le blé. Le blé qui servait à fabriquer le pain de la garnison. Donc on voit cet immense bâtiment, en fait c'est une réserve de grains, et qui montre bien l'importance du château. Et enfin le 4e bâtiment qui a de l'importance ici, c'est ce petit logis qui est isolé des autres. Il est construit à cheval sur l'entrée médiévale. On appelle ça le lieutenant du roi, mais c'est une dénomination tardive. En fait c'est le logis du gouverneur du château. Voilà, donc il a été construit au XVIe siècle et il était séparé des logis princiers pour pas qu'il y ait de mélange. Le prince chez lui et le gouverneur du château chez lui. Et là, en fait, dès l'entrée, dès la cour, le côté millefeuille dont on va reparler plus tard se voit totalement parce que on parle surtout dans cet épisode de l'histoire médiévale, mais effectivement, le château de Sedan a une histoire très longue. Et puis quand on passe le passage d'entrée, on voit la formidable épaisseur des murs. Là, ici, je crois qu'on en est à 20 mètres. Quand on passe par la porte dite des Princes, il y a 20 mètres de muraille, ce qui est considérable. Donc là, on va aller vers un des espaces, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire une entière déambulation sonore dans tout le château, mais on a choisi dans cet épisode de vous présenter certains de ces espaces. Donc là, où est-ce qu'on va aller ? On va aller au sommet de la terrasse du Bastion des Dames. Le Bastion des Dames a été construit au XVIe siècle pour renforcer les angles du château. Et depuis ce bastion, on a une magnifique vue sur le premier château, celui d'Évrard de la Marque, de 1424. On va y aller alors. Alors là, si vous voulez que je me mette au pilori, c'est non. Oui, on a un petit pilori qui a été installé, mais on va vous l'épargner. Merci. La vue d'ici, elle est formidable, parce qu'on voit un des angles du château triangulaire, avec devant nous ce qu'on appelle les tours jumelles, parce qu'elles sont bâties sur le même plan. C'est l'ancienne porte d'entrée du château d'Évrard de la Marque, qui était défendue par des archères.
Les archères, c'est ces grandes ouvertures étroites qu'on voit dans les tours, qui servaient bien sûr à tirer à l'arc sur les éventuels assaillants. À droite, on a la tour de l'Est, qui forme une des pointes du triangle du premier château. Et à gauche, dépassant de la grosse tour, le toit de la petite tour, qui est englobé dans la grosse. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le système des poupées gigognes en fait. Quand une tour est trop faible, on en construit une autre tour. Et les murailles, c'est la même chose. De ce côté-ci, on avait la place côté intérieur d'épaissir les murs, on l'a fait côté intérieur. Ici, on n'avait pas la place et on a épaissi les murs côté extérieur. Donc c'est toujours ce principe de millefeuille. Et un autre principe qui est valable dans toutes les parties et à toutes les époques, c'est qu'en général, on ne détruit pas ce que les prédécesseurs ont construit. On s'en sert. On appuie les murailles dessus, on les enterre, mais on les garde. Ce qui fait qu'on a sous les yeux ou dans les souterrains toutes les parties anciennes du château à travers les siècles. Donc c'est un espèce de conservatoire de l'architecture militaire du XVe siècle jusqu'à Napoléon III. Et ça, c'est fabuleux. Alors ici, en fait, on est sur le sommet de ce qu'on appelle un bastion, c'est-à-dire une grosse fortification à angle vif sur laquelle on pouvait installer des grosses pièces d'artillerie qui permettaient de tirer dans toutes les directions et en même temps de battre le fond des fossés. Le château était autrefois entouré d'eau. Maintenant, on a restitué les fossés côté ville, mais sans les mettre en eau. C'était trop difficile à entretenir, j'imagine. Mais il faut imaginer le château se reflétant dans un grand lac au pied de la ville. Ça devait être absolument magnifique. De l'autre côté, sur la partie arrière du château, à l'est et au nord, on a un autre fossé qui est un fossé sec, qui n'a jamais été mis en eau et qui est là par sa largeur, sa profondeur. Et ça suffit pour la défense. Et entre les bastions, on aménage ce qu'on voit par exemple ici au pied des murailles, on aménage des terrasses d'artillerie, qui sont des gros matelas de terre avec une maçonnerie extérieure. Et on pouvait déployer toute l'artillerie sur ces bastions et ces terrasses. En 1642, quand les princes s'en vont, chassés par la monarchie française et que la principauté tombe aux mains de la France, on a un inventaire. Et il y avait 100 canons ici en batterie sur les remparts. Donc le prince avait pratiquement une armée personnelle, ce qui était à la fois un avantage pour le roi de France, mais aussi un danger. Ce qu'on peut voir ici aussi depuis la terrasse du Bastion des Dames, c'est cette continuelle évolution entre les postes de tir. On voit les archères médiévales, elles sont de 1424, et on voit aussi comment les parties hautes des tours jumelles ont été réaménagées sous le règne de Charles X. Donc là, on est en 1825. Le château est encore en activité en 1825. Donc on a créé ces grosses ouvertures ovales qui sont en fait des canonnières. Il y avait des très gros canons et des pièces de forteresse qui étaient en batterie sur les tours jumelles. Pour ce faire, on a détruit la partie haute des tours jumelles qui auparavant au Moyen-Âge était couverte de toitures, comme la petite et la grosse tour et comme l'échauguette qui est ici. Il y a des très grandes toitures pointues. Et du temps des princes, c'est pas des postes de tir, mais le dernier étage des deux tours jumelles, en fait, faisait partie des logis princiers. Et les créneaux des vieilles tours médiévales avaient été transformés en fenêtres à meneaux pour pouvoir éclairer les appartements du prince. Et vous parlez tout à l'heure d'une entrée à la base entre les tours jumelles. À quel moment est-ce qu'elle a été comblée? Parce que là, on voit aujourd'hui, c'est un mur. Assez vite, finalement, à la fin du XVe siècle, quand le château s'agrandit, on crée la cour basse. Et en fait, l'entrée primitive devient obsolète. Et on est obligé de créer un nouveau châtelet, un grand châtelet, qui est toujours celui en activité à l'heure actuelle. Oui, donc il y a eu beaucoup de remaniements après, mais dès le Moyen-Âge, le château évolue. Le château évolue tout de suite. C'est un petit peu comme Versailles, c'est un chantier permanent. Les rois de France ont vécu dans le plâtre et la poussière. Mais ici, c'est un peu le cas. Les princes de Sedan vivaient dans les odeurs de poudre et de mortier. On devait entendre sans arrêt des bruits de piques et de pelles. Mais c'est ça qui fait le charme de la forteresse. Ici, sous nos pieds, en fait, on a plusieurs bâtiments qui sont enterrés. On a le petit châtelet qui protégeait les tours jumelles, un système médiéval avec des petites tours. Et ce petit châtelet a été englobé dans une gigantesque tour d'artillerie qui elle-même a été englobée dans le Bastion des Dames actuel.
Donc toujours ce système de poupée gigogne. On ajoute, on ne détruit pas. Là, à l'époque, Sedan, au Moyen-Âge, on est à peu près sur combien de population ? Est-ce que c'est une grosse ville, une petite ville à l'époque ? Non, c'est un agglomérat de 3 villages en fait, au bord de la Meuse. Le nombre d'habitants pour les origines, on ne le sait pas. Hein. Du temps de la principauté, qui est un petit peu l'apogée de la vie de la principauté, on avait, je pense, entre 6 et 10 000 habitants, pas plus. Mais là, c'est une chose intéressante aussi qui explique le pourquoi du choix des Lamarque de Sedan, c'est que depuis, je crois, le XIVe siècle, je ne saurais plus vous donner l'année exacte, mais le village de Sedan dispose d'un élément fabuleux pour l'époque, un pont. Il y a un pont sur la Meuse, un pont en bois, mais un pont. Et à l'époque, au Moyen-Âge, les ponts, c'est quelque chose d'extrêmement rare, quelque chose qui est très difficile à construire, difficile à entretenir. Donc il y avait un pont dès les années 1300 et quelques. Et ça, c'est tout à fait important. Et c'est important du point de vue économique aussi. C'est important du niveau économique aussi, parce que les Lamarque, d'abord, ils vont très vite fortifier la ville. Ils vont l'enfermer dans une enceinte fortifiée. Et ils vont tout de suite bâtir des tours de défense autour du pont. Et le pont, bien sûr, c'était le lieu où on percevait les taxes. Toutes les marchandises qui passaient sur ce pont étaient taxées, au profit, bien sûr, du seigneur. Le pont, il est aussi juste à côté d'un autre élément vital au Moyen-Âge, c'est le moulin. Le moulin, ce qu'on appelle un moulin banal, c'est-à-dire que le moulin appartient au prince et les gens payent pour venir faire moudre leur grain. Puis alors, il y a un autre truc aussi, un autre système qui est fabuleux, c'est que le château, il est construit à flanc de colline. Et lorsque vous passez sur les boulevards qui dominent la ville, en fait, le château, il disparaît. On ne le voit pas, il est quasiment enterré. Le terrain monte très vite derrière le château, ce qui fait que quand on arrivait de l'extérieur, c'est-à-dire de là où pouvait venir l'ennemi, le Saint-Empire romain germanique, le château de Sedan, on ne le voit pas. Il est enterré. Et d'ailleurs, il y a un détail de l'histoire, c'est les armées de Charles Quint viennent ici investir le château dans les années 1520. Et quand ils voient de loin ce à quoi ils s'exposent, ils font demi-tour. C'est la seule fois où le château a failli être assiégé. Sur la terrasse, on a rendez-vous avec le 3e invité de ce podcast pour s'intéresser aux personnes qui ont fait l'histoire de ce château au Moyen-Âge. Donc, je suis Aurélien Bert, je suis enseignant, historien, spécialiste de Sedan particulièrement. Voilà, j'aime beaucoup l'histoire médiévale et moderne. Donc c'est un peu mon dada depuis une quinzaine d'années maintenant. Alors là, nous sommes à l'intérieur du château fort de Sedan, sur une terrasse précisément. On appelle ça le rempartement, côté sud, probablement sur le plus beau rempart du château qui fait face à la ville. Et sur cette terrasse, donc, on y voit notamment des canons disposés et le circuit de visite du château fort. Et on entend un peu aussi la circulation qui passe derrière. Mais bon, on est en extérieur au moins. Alors, j'avais très envie avec vous de discuter, de raconter l'histoire de la famille de Lamarque, donc, et raconter qui sont les personnes qui ont décidé de construire ce château. Parce qu'effectivement, on l'a dit, il y avait déjà des personnes qui vivaient là, il y avait déjà un début de petit château, il y avait déjà un début d'installation avec le prieuré, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on a décidé de construire un château d'une telle ampleur ici au XVe siècle ? Alors c'est une histoire un peu particulière que l'installation du château fort de Sedan. Elle est beaucoup liée à une famille, la famille Lamarque. Alors cette famille, pour la situer approximativement, elle vient de l'ouest allemand aujourd'hui, quelque part à l'est du Luxembourg, dans la vallée de l'Aar. Et son fief originel, c'est Arambert. Et cette famille, en fait, elle a la chance, j'allais dire, que la guerre de 100 ans lui sourit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lignages qui s'écroulent, mais elle profite de ce conflit très long, justement pour tisser de nouvelles alliances, pour s'enrichir aussi, pour devenir propriétaire de nombreux châteaux, d'en construire, d'être un créancier extrêmement important, puisqu'elle prête à l'empereur. Donc ça donne déjà une bonne idée de cette famille. Donc l'empereur du Saint-Empire romain germanique, donc l'Allemagne de l'époque en quelque sorte. L'Allemagne étendue de l'époque. Notre homme, c'est Évrard de Lamarque. Au départ, il est installé donc à Neufchâteau, c'est là où il vivait. Donc il a un château sur cet endroit, un château fort précisément. Et il en possède de nombreux autres qui l'amènent jusque dans la région de Liège et dans l'ouest allemand, en fait, la vallée de l'Aar, particulièrement la vallée du Rhin. Lorsqu'il arrive à Sedan, c'est un peu par hasard. C'est à la suite d'un mariage qu'il a contracté avec la fille du seigneur de Sedan, en fait, qui s'appelle Guillaume de Braquemont. Alors j'évite d'enchaîner les noms, mais il y a vraiment deux grands noms à retenir, c'est Lamarque et Braquemont. Deux familles qui s'associent, qui s'unissent. Elles sont à peu près dans les mêmes réseaux d'influence durant la guerre de 100 ans, c'est-à-dire le réseau de Louis d'Orléans,
qui est vraiment un personnage extrêmement important et qui essaie de contrecarrer l'ambition bourguignonne dans la région, qui vise à créer une grande Bourgogne entre les Pays-Bas et la Bourgogne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et en fait, Évrard se marie avec la fille du seigneur de Sedan, Évrard de la Marque, et de ce mariage, il obtient une dot, comme ça se fait habituellement à l'époque, sauf que la dot n'est jamais versée. En fait, elle n'est jamais versée parce que la famille Braquemont, au contraire de la famille Lamarque, elle est complètement écroulée avec cette guerre de 100 ans. Et alors que le mariage est déjà contracté depuis longtemps, que le seigneur de Sedan est même décédé, eh bien c'est son fils Louis qui va finir par honorer la dot de son père en donnant, en échange de ce qu'il devait à Évrard, cette terre, cette seigneurie de Sedan, Ballan, Bazeilles à l'époque, donc autour de Sedan. Et c'est ici à Sedan justement qu'Évrard de la Marque va aménager un énième château pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un support à sa puissance, une manifestation de sa puissance. C'est aussi une façon pour lui de montrer qui il est vraiment, quel est son rang. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il a besoin de fortifier un endroit qui est une frontière, une marche, un entre-deux. À cette époque, au XIVe siècle, XVe siècle, la frontière, c'est pas une ligne, c'est vraiment un entre-deux qui s'étale sur des dizaines de kilomètres, pourrait-on dire aujourd'hui, où l'influence des uns n'est pas complète et l'influence des autres commence un peu à s'immiscer. Mais il y a une sorte d'interstice qui permet à celui qui est suffisamment malin, j'allais dire, puissant et riche sûrement aussi, d'en tirer profit. Et c'est ce qu'il va faire, au nez et à la barbe du roi de France, puisqu'ici on est en fait à Sedan, sur un fief des rois de France, depuis 1379. Donc il aménage un château contre l'avis de son suzerain à Sedan, sans même lui demander en fait, profitant de la situation, profitant du contexte de guerre. Et ce château, il n'est véritablement reconnu qu'un peu plus tard, en 1455. Donc c'est dire aussi effectivement la puissance monétaire qu'il avait de construire à l'époque, alors qu'il avait déjà des châteaux. Il aurait pu juste prendre l'endroit, mais pas forcément y construire un château. C'est un personnage, Évrard de la Marque, qui est un peu oublié, j'allais dire, dans les pages de l'histoire médiévale, alors qu'il est véritablement, probablement l'un des plus importants des 14e, 15e siècles. Cet Évrard de la Marque, il est un peu moins confidentiel maintenant, puisque un livre biographique est sorti sur lui en fin d'année passée, ce qui permet d'avoir une meilleure idée de lui. Et c'est donc son fils Jean de la Marque, donc, qui le premier parvient à obtenir l'autorisation de son château ici à Sedan par ses suzerains rois de France, quand bien même le château existe déjà. C'est-à-dire il obtient, ça veut dire quoi obtenir l'autorisation ? Obtenir l'autorisation, ça signifie que, comme il est vassal des rois de France, il était normalement contraint de demander l'autorisation au suzerain pour pouvoir aménager un château sur les terres de son suzerain, ce qu'il n'a pas fait. C'est comme un permis de construire aujourd'hui en fait. On pourrait dire ça, une sorte de permis de construire, de permis de défendre, de permis d'obtenir du roi simplement de lui montrer qu'il est ici avec un château, mais pour défendre sa frontière à son service, et non pas à son service personnel. Oui, c'est pas juste, il s'est fait construire une maison, mais il s'est fait construire un outil défensif militaire. Un outil défensif, ce château médiéval, il fait 5000 m². C'est un château triangulaire à l'époque. Voilà, il faisait 5000 m² à l'époque, ce château fort. 5000 m² organisé autour du prieuré dont les origines dataient des environs de l'an 1000. Et ce château, il est d'un médiéval tardif, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il a déjà, à l'époque, au XVe siècle, un aspect qui ne ressemble pas aux châteaux forts médiévaux tels qu'on pourrait les imaginer ou même les dessiner quand on est enfant avec des créneaux et des merlons, parce qu'on a déjà passé cette époque. Et d'ailleurs, lorsqu'il est agrandi, à l'époque moderne cette fois, c'est une défense bastionnée qui est préférée à une défense qui aurait eu recours davantage aux armes type arc ou arbalète. Donc une fois que le château est construit, comment est-ce que les seigneurs vivent dedans ? Les premiers seigneurs Lamarque, en fait, ne vivent pas à Sedan. Attendez, c'est-à-dire qu'ils ont construit tout ça pour pas vivre dedans finalement ? Ils ne vivent que temporairement. Leur résidence principale, c'est Neufchâteau, donc en Belgique, tout proche d'ici. C'est Neufchâteau, c'est un nom en entier, ils vivent pas dans 9 châteaux en même temps. Non, ouais, c'est ça, c'est Neufchâteau, le château neuf en fait. Oui. Voilà, le château neuf, tout près d'ici. Ils ne vivent pas ici, ils y passent tantôt, mais ce n'est pas le cœur de leur zone d'influence. Mais pour autant, ce château, il est nécessaire pour eux, puisqu'il est, en plus d'être, je l'ai dit, un support à leur puissance, un outil extrêmement important sur la frontière, dans un entre-deux mondes, entre le Saint-Empire romain germanique et le Royaume de France. Et lorsqu'en 1455, Jean de la Marque obtient donc du roi de France, cette fois, la reconnaissance et l'autorisation de son château, qui existe déjà, comme une sorte de permis de construire qu'on aurait donné à rebours de quelque chose qui existait déjà, eh bien, il accepte l'idée que le roi de France puisse y entrer, s'il le souhaite. C'est-à-dire, si le roi de France lui demande d'y venir avec ses soldats, eh bien, il l'acceptera en échange de la reconnaissance de cette construction.
Et donc si on se plonge un petit peu dans ce que c'était de vivre dans un château à la fin du XVe siècle, qu'est-ce qu'on pouvait y faire ? Si je devais résumer ça sous la forme d'une formule un peu anachronique, je dirais que c'était vraiment des conditions de vie très spartiates pour les soldats qui vivaient là. Alors on imagine des pièces assez humides, assez fraîches ici dans le château fort, où du fait de l'épaisseur des murs et du caractère souterrain de certains endroits, on a une température ambiante à peu près toute l'année qui est comprise entre 12 et 18 degrés, mais avec des taux d'humidité extrêmement élevés. Donc il faut bien sûr comprendre que les soldats sont logés dans des conditions difficiles, extrêmement difficiles. Ce que l'on retrouve d'ailleurs au niveau de leur espérance de vie pour l'époque, puisque l'espérance de vie d'un soldat à l'époque médiévale en bonne santé, c'est une trentaine d'années. Et ici, l'endroit ne déroge pas à la règle. On va continuer à parler de ça, mais on va un petit peu déambuler. Là, on va aller vers où ? Alors là, on va se diriger vers un autre bastion, c'est-à-dire une autre construction qui date du XVIe siècle, un peu plus loin, au-delà du rempart et de la grande tour d'artillerie. Donc, est-ce qu'au Moyen-Âge, on a eu que des militaires qui ont vécu ici, ou il y a eu aussi les seigneurs de temps en temps ? Alors, les militaires sont en garnison et généralement les principaux résidents sur l'endroit, mais il faut bien sûr comprendre qu'il y a aussi des appartements princiers qui, un temps, sont aménagés dans l'ancien prieuré, en fait, au niveau de la grande tour carrée du prieuré, qui est devenu donjon. Et ce donjon est celui d'appartement. Alors là, on imagine un luxe modéré, j'allais dire, celui que l'on a dans toutes les images médiévales, de tentures aux murs, de cheminées dans lesquelles crépite un feu de bois, bien sûr, parce que les cheminées, ça me permet de rebondir là-dessus, elles sont rares dans l'édifice, et j'allais même dire, elles n'existent pas, pour ainsi dire, dans l'ensemble des endroits que les soldats ont l'habitude de fréquenter. Comment ils se chauffent alors ? J'allais dire se réchauffer simplement autour d'un plat, peut-être d'un repas simplement, mais rien de plus qui puisse leur permettre d'avoir de meilleures conditions de vie ici même. Et si je revenais sur la vie des seigneurs, on imagine aussi dans ces appartements princiers, ces appartements privés ou dans le logis du grand pavillon qui est juste derrière et sous lequel on vient de passer, eh bien on peut imaginer une sorte de festin qui pourrait être organisé autour d'une bonne flambée, comme on dirait, avec diverses viandes qui sont présentées à la table, issues des produits de la chasse bien sûr, qui est l'activité principale du seigneur. Et ici, les bois d'ailleurs ne manquent pas pour lui permettre de pratiquer cet art réservé aux catégories les plus importantes de la société à cette époque. Alors ici on arrive sur ce qu'on appelle le bastion du roi, donc c'est l'une des 4 terrasses qui font l'angle du château fort. Elles ont été aménagées, ces terrasses, comme celle-ci, entre les années 1530 et les années 1570. Alors il faut imaginer de sortes de saillants, de terre-plein, remparés, fortifiés, qui sont autant d'excroissance dans les angles du château fort et qui permettent en fait de protéger l'édifice en cas d'attaque par exemple, en procédant à ce qu'on appelle des tirs croisés au canon, à l'arquebuse particulièrement, au canon aussi, l'objectif étant d'éviter que l'ennemi puisse s'approcher suffisamment près du rempart pour le faire tomber. Mais si je revenais sur ce château fort lui-même, je dirais que malgré tous ces aménagements, et avant même ces aménagements, il est comme tous les châteaux forts médiévaux imprenable. Imprenable dans le sens où s'attaquer à un tel édifice est peine perdue et le seul moyen d'en obtenir la chute, c'est de faire qu'on l'assiège, on l'entoure et on laisse mourir de faim celui qui est à l'intérieur. Sauf que, et ça me permet encore de rebondir, j'allais dire, sur la vie des hommes ici à l'intérieur, le château fort est équipé d'une citerne alimentée par les eaux de pluie qui permet à la fois d'abreuver les soldats qui s'y trouvent et en même temps de tenir, de résister au cas où bien sûr un siège pourrait être organisé autour du château. Bon, il est grand temps de rentrer enfin dans ce château de Sedan. Commençons par reparler d'archéologie avec Jean-Pierre Léman dans la salle à l'Archère, où se trouve aujourd'hui la cave de la boutique du château. Ce qui me frappe le plus, c'est tout le dépôt des vins. C'est la boutique actuelle du château qui est dedans. Mais... Je dis ça exprès parce qu'ici, nous sommes dans la salle à l'Archère, donc c'est une magnifique archère, et on est proche des cuisines qui se trouvent sur votre droite. Alors c'est ça l'Archère. Elle était complètement comblée par les rejets, naturellement aussi, du prieuré. Et il a fallu creuser pour trouver le sol au niveau de l'arbalétrier qui était là, de l'archer. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a creusé assez profond et on a pu trouver le calcite qui permettait de trouver la fondation ancienne du château. Vous avez le sol le plus bas ? Le sol, les calcites, oui, qui permettent... Il y a eu une carrière, et cette carrière, ils ont pris la pierre et ils ont
ils ont monté verticalement le mur. Donc entre le creusement, il reste des concrétions calcaires quoi, qui nous permettent de bien montrer qu'on est dans les fondations, quoi. Et donc, à part des ossements d'animaux et donc du reste de dépotoirs, qu'est-ce que vous avez trouvé ici ? Alors, naturellement, on a trouvé un carreau d'arbalète, on a trouvé de la céramique, naturellement, et aussi un marteau pour un travail d'orfèvre. Dans les couches de remblai, donc c'est pas des couches in situ, quoi, c'est mieux. L'idéal, c'est de trouver un incendie sur place et de fouiller cet incendie. Mais là, malheureusement, c'était des comblements, quoi. Là, je veux bien que vous me commentiez parce que j'aime beaucoup ce schéma-là. C'est le schéma qu'on a essayé de montrer avec le premier prieuré, le début de la construction du château avec la carrière, là le château qui se construit, le prieuré qui existe encore, après la destruction du prieuré et les renforcements dus au boulet en fer. Oui, donc on passe d'une colline à une colline qui a été creusée, puis une colline qui est vraiment modelée pour le château, oui. Et après on a le renforcement, c'est ça ? Naturellement, parce qu'il se faisait une pierre de coups, c'est-à-dire il renforçait les pentes de manière verticale, et la pierre du creusement servait à construire le château. Donc c'est une économie d'énergie, et c'est très intelligent, mais déjà au bas empire romain, sur Vireux ou sur Aumont, on a le même phénomène, quoi. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de fouiller cette salle-là en particulier ? Parce qu'il y a plein d'endroits que vous auriez pu fouiller dans le château. Pourquoi cette salle en particulier ? C'est d'une manière opportune. Il y avait des travaux de mise en valeur de cette salle. Et nous, on a profité de ces travaux pour s'infiltrer, j'allais dire, dans le château et essayer de montrer l'importance d'une fouille, quoi, et au niveau chronologique, au niveau de plein de choses, quoi, c'est mieux. Alors, c'est une fouille qui nous a demandé beaucoup d'efforts parce que l'ouverture était tout petite, là, et on se fracassait la tête. Alors, une archère, c'est un système défensif qui est en forme de lucarne, vous voyez, et qui surplombe les océans potentiels qui vont venir. Donc il faut que ces salles à archères soient confortables pour pouvoir bien tirer à l'arc. Après, l'arbalète, il demandera beaucoup moins d'efforts d'ailleurs, etc., etc. Mais donc c'est le monument principal. Et nous, on l'a dessiné pierre à pierre, quoi, c'est le mieux. C'est ça aussi qui est intéressant en archéologie, c'est de montrer quelque part la véracité des choses, quoi, et le plus proche possible de la réalité que nous, on voit. Parce que, est-ce que c'est la seule salle qu'on pourrait dire à archère du château, ou est-ce qu'on a d'autres archères dans le château ? Oui, naturellement, mais on n'a pas eu l'opportunité, et puis bon, nous, on l'a fait sans financement, on l'a fait par volonté. Ah, ce qui est rigolo aussi, au niveau de l'archère, c'est une tradition presque romaine. Vous voyez, vous avez des pierres alvéolaires, presque du tuf, quoi, qui permettait à la voûte d'être costaud, quoi. Et c'est une pierre qui amortit les chocs aussi. La destinée du château, pour moi, c'est avant tout une belle pièce archéologique, quoi. Il faut prendre soin et surtout d'avoir cette idée de voyager dans le temps, dans une véracité de ce que nous, on découvre, quoi. Et on apprend énormément. Il n'y a pas que le côté... bon, là, c'est bien, on peut se transformer en bar à vin. Maintenant, montons dans les étages. Et l'on retrouve Alain Sartelet, le guide parfait pour ne pas se perdre dans les différentes salles. On va aller voir l'étage supérieur de la grosse tour. Allons-y. Faut encore monter, c'est ça ? Oui. Escaliers à l'envers. Bon, là on est monté. Il y a un petit film en allemand et en différentes langues au fond. Donc écoutez, ça fait un petit son. On n'est pas si loin de l'Allemagne que ça. Voilà, alors on est monté tout en haut donc, de la grosse tour et on voit donc des charpentes. C'est dont vous nous parliez tout à l'heure. Donc racontez-nous, quelle est l'histoire de ces charpentes ? L'intérêt de cette charpente, c'est que ça montre un petit peu l'évolution du château. Au centre, on voit ce qu'on appelle la petite tour, qui formait un des angles du château triangulaire. Cette petite tour, elle a été renforcée par l'extérieur. On l'a emboîtée dans une tour beaucoup plus grosse. Et au sommet, on a bricolé les deux charpentes, l'ancienne et la nouvelle, pour former cette merveille, la charpente de la grosse tour. Donc le centre est du milieu 15e et les parties extérieures de la fin du 15e. Et c'est intact depuis l'époque. C'est du châtaignier, et le châtaignier n'est jamais attaqué par les petites bestioles qui rongent le bois.
Là, vraiment, le bois qu'on voit devant nous, mais on a l'impression qu'il a été mis là la semaine dernière, en fait. Et il date du 15e siècle. Du 15e siècle. Les bois ont été analysés, c'est 15e. C'est merveilleux. Et alors, les archéologues qui ont restauré cette petite tour ont eu l'idée d'ouvrir la partie supérieure. Et on voit l'intérieur de la petite tour dans son aspect du 15e. Et en fait, c'est le logis du capitaine qu'on voit ici, avec cette petite cheminée. Il y avait la place de mettre un lit, un coffre. Donc vous voyez, c'était ça, le logis du tout premier capitaine. Donc c'est très modeste. Mais par la suite, les logis vont prendre une importance capitale. J'ai dit tout à l'heure que toute la partie qui était tournée vers la ville, la partie supérieure était dévolue au logis princier. On n'a pas de plan malheureusement de l'agencement intérieur. Tout ce qu'on sait, c'est que ça occupait les deux ailes face à la ville et la partie supérieure. On sait qu'à l'intérieur de tout ça, il y avait la chambre de madame, la chambre de monsieur, la chambre des enfants, des logis de domestiques, une bibliothèque, la chapelle. Enfin, oui, il y avait tout un petit monde ici qui vivait dans cette partie supérieure. Toutes ces parties supérieures ont malheureusement été transformées quand la principauté a été rattachée à la France. Les anciens logis des princes, en fait, sont devenus des casernements. Donc c'était à quel moment, ça ? En 1642. Donc tout ce qui était décor intérieur, mobilier, tapisserie, boiserie, tout ça a été retiré. Ce qui fait que les salles sont un peu nues aujourd'hui. Mais il faut imaginer ça au XVIe et XVIIe siècle. On a quelques traces dans les archives de très beaux mobiliers, de très belles tapisseries aussi, parce que les princes disposaient de beaucoup de numéraires. On sait qu'ils avaient à leur table de la vaisselle d'argent, parfois de la vaisselle d'or. Je dis toujours l'ancienne chapelle princière, qui a été bâtie dans les années 1500 avec une très jolie voûte en gothique flamboyant. Elle a été malheureusement abîmée par les soldats à partir du XVIIe siècle, mais l'essentiel est encore là. Elle a perdu ses vitraux, mais elle a gardé ses belles voûtes du XVIe siècle. Allons-y. Allons-y. Là, on doit circuler du coup dans le musée qui occupe aujourd'hui donc le château de Sedan. Ah oui. Voilà, l'ancienne chapelle princière. Donc bâtie dans les années 1500. On suppose que François Ier a assisté aux messes quand il était en séjour au château de Sedan. Il y a une chose qui apparaît plus aujourd'hui, c'est qu'il y a deux petites salles sur les côtés. À droite, on voit encore la porte, c'est la sacristie. Et sur la gauche, ça a été muré. Il y avait une arcade qui donnait sur l'oratoire privé du prince, avec une petite cheminée, ce qui fait qu'il pouvait assister à l'office confortablement assis dans des fauteuils avec un petit feu de bois à côté de lui. C'est mignon. Donc on a des croisées d'ogives. Au milieu, on a présenté la dalle funéraire qui a été retrouvée dans les fouilles de la chapelle Saint-Martin. Voilà, une belle dalle, malheureusement cassée parce qu'elle a subi le feu au Moyen-Âge. D'ailleurs, on remarque que la pierre est encore colorée de rouge. Il y a une inscription tout autour de la dalle qui indique que c'est celle du curé Garin, qui était curé de Sedan. C'est un des premiers curés connus de Sedan, qui vivait ici au XIIIe siècle. Le petit détail qui fait tout son charme, c'est que quand on a soulevé cette dalle, le curé Garin, tout au moins ses ossements, étaient intacts. Et il avait encore sur son épaule son calice d'étain qui avait été écrasé par le poids de la dalle funéraire. Voilà, alors ce qui est aussi joli, je trouve, à souligner, c'est que les ossements du curé Garin ont été mis de côté, soigneusement préservés, et qui vont être réinhumés dans une terre chrétienne. Le grand intérêt et la caractéristique du château de Sedan, c'est que les princes avaient aménagé dans leurs appartements une grande galerie qui s'appelait à l'époque la galerie Godefroy de Bouillon, en hommage à leur ancêtre Godefroy de Bouillon, le croisé. Et cette salle était réservée à la collection d'armes et d'armures des princes. Donc il y avait des dizaines et des dizaines d'armures, de cuirasses, de canons, de mousquets, d'arquebuses, d'arbalètes, qui étaient présentées dans cette salle magnifique. Et malheureusement, la collection a été conservée au fil du temps, malgré le départ des princes pour l'exil. Et Napoléon Bonaparte, une fois qu'il était en visite à Sedan, a vu cette fabuleuse collection d'armures et a tout fait transférer à Paris. Donc il y a énormément de pièces qui se sont perdues en route ou qui ont été volées. Et les plus belles pièces sont aujourd'hui au musée de l'Armée. Ça a été un combat de plusieurs années. Le maire de Sedan, Didier Arbillon, a réussi à négocier auprès du musée de l'Armée le prêt
de 2 magnifiques pièces qui viennent donc du château de Sedan, à savoir l'armure d'un des princes, ici l'armure de Robert III de la marque, et ce magnifique casque qui, quand il était présenté au château de Sedan, on disait que c'était le casque de Jeanne d'Arc. Donc tout le monde se glorifiait de voir le fameux casque de Jeanne d'Arc. Et en fait non, ce n'est pas le casque de Jeanne d'Arc. Et en fait, il est un petit peu plus récent que Jeanne d'Arc. Mais ça fait rien, il date des années 1500 quand même. C'est un casque de tournoi magnifique. Voilà, 2 très belles pièces qui sont maintenant le cœur du musée. Pour finir cet épisode, j'ai un dernier invité à vous présenter. Quelqu'un de très occupé que j'ai eu la chance et le plaisir d'interviewer. Et ce n'est autre que le maire de Sedan, qu'Alain Sartelet vient de mentionner précédemment. Alors Didier Billon, je suis le maire de Sedan et puis je suis le premier vice-président d'Ardenne Métropole et par ailleurs très investi sur les questions patrimoniales puisque je fais partie de la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine du ministère de la Culture. On m'a soufflé même que vous étiez peut-être professeur d'histoire. Je suis un peu professeur d'histoire, oui, à mes heures perdues. Donc Sedan, une ville qu'on associe dans l'esprit général plutôt à des guerres contemporaines et tout, mais qui a quand même donc ce château médiéval assez imposant en son centre. Comment est-ce qu'on gère une ville avec donc ce millefeuille d'histoire ? Alors, c'est à la fois une complexité, parce que le patrimoine de cette dimension, vous pensez bien, 35 000 m2 en matière de coûts de restauration, de réhabilitation ou même simplement d'entretien, ça représente sur les 40 dernières années plusieurs millions d'euros. Y compris quand on y installe un hôtel 4 étoiles comme celui que vous avez sans doute vu, tout cela, ce sont des efforts assez considérables. Pour autant, c'est porteur de la marque de la ville, c'est porteur de l'identité de tous les Sedanais. Et on l'a bien vu d'ailleurs quand ce château a été élu monument préféré des Français, c'est une grande fierté qui est ressortie chez les Sedanais. Donc c'est à la fois une charge et c'est à la fois une chance. Et cette chance aujourd'hui, on essaie de l'exploiter au mieux pour faire entrer effectivement ce château dans le XXIe siècle. Alors le faire entrer au sens de la mise en tourisme, parce que là encore, il y a évidemment des demandes qui évoluent en fonction des époques pour les touristes. Et ça va très vite, la demande touristique. Et aujourd'hui, on l'adapte, cette demande, pour qu'effectivement, il y ait toujours un intérêt à venir visiter ce château. C'est aussi un objet d'urbanisme. Un château comme celui-là, planté au cœur de la ville, et qui est un des pivots de nos politiques urbanistiques. Moi, que je travaille depuis plusieurs années maintenant, en tant que maire, c'est la liaison entre le château et la Meuse, c'est-à-dire le fleuve qui traverse la ville, parce qu'entre les deux, figurez-vous que se trouve le centre-ville. Et que si les deux cohabitent bien, se parlent, se répondent, et font en sorte que les flux que nous accueillons ici, toujours de plus en plus nombreux, plus de 100 000 visiteurs par an, eh bien, c'est le centre-ville qui va vivre et qui va pouvoir se développer. Plus le cœur du centre-ville bat, et plus les quartiers périphériques, qui sont au fond les éléments d'un organisme général, eh bien, fonctionnent et vivent bien. Donc le château, il a évidemment cette responsabilité urbanistique aussi, et il faut absolument l'exploiter. C'est pas juste un objet qui est planté là et qui vit là. Il doit vivre avec l'ensemble de la ville. Puis par ailleurs, c'est un objet économique, c'est un donneur d'ordre extrêmement fort, c'est aussi une entreprise, puisqu'il y a une quarantaine d'employés aujourd'hui qui vivent de et pour le château fort. Donc voilà, c'est un élément majeur de notre ville. Et est-ce que vous avez des souvenirs particuliers qui sont associés au château ? Moi, à titre personnel, j'ai usé mes fonds de culotte de gamin ici, dans les quelques souterrains qui étaient encore ouverts. Aujourd'hui, c'était plus possible. Mais à l'époque, nous, tous les jeunes de ma génération venaient au château fort, vous voyez. Il était en ruine, quasiment. Le deuxième souvenir personnel, c'est en 95, quand je suis devenu adjoint chargé au patrimoine de cette ville. Eh bien, j'ai installé mon bureau ici, symboliquement. Parce que je voulais que les Sedanais qui voulaient voir l'adjoint au patrimoine et à l'urbanisme, eh bien, pénètrent dans leur château, viennent voir leur château. Parce que aussi bizarre que ça puisse paraître, il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas vraiment. Bien sûr, il est là, bien sûr, ils le voient, bien sûr, ils en ont entendu parler. Mais il y avait une réticence parfois à franchir, vous voyez, les portes de cet immense édifice. Donc il fallait redonner le château aux Sedanais. Et ça, moi, je m'y suis vraiment employé, ce qui fait que les associations viennent tenir ici leurs assemblées générales, viennent y faire leurs fêtes, etc. Vous voyez. Donc le château est redevenu vraiment un élément de la vie
quotidienne, si j'ose dire, des Sedanais. Donc ça, c'était important. Et puis, j'ai passé tant de ma vie à le restaurer et à essayer de faire en sorte qu'il revive. Oui, ça devient un lieu de vie et pas seulement un lieu d'histoire figé. Non, pas du tout. Il se passe ici des tas d'événements. Il y a des festivals de guitare, par exemple, Guitare et Patrimoine, qui sont tout à fait contemporains. On n'est pas ici sur une espèce de muséographie, si vous voulez, ou une mise en musée d'un monument. Non. Le monument, il est inscrit dans le XXIe siècle, complètement. D'ailleurs, vous le voyez bien, il s'y passe beaucoup de choses. Les gens y passent, ils transitent, font des commentaires, puis se l'approprient. Donc, le château de Sedan, il est dans son temps. Et juste avant de finir cet épisode, j'ai une information quasiment de dernière minute à ajouter. En effet, des analyses archéologiques ont été faites début 2024, donc quelques mois après l'enregistrement des interviews que vous avez pu entendre. Des analyses donc suite à la restauration en cours du donjon et de la salle des fours attenante au donjon. Et plusieurs éléments viennent indiquer que le donjon a vraisemblablement été construit au XVe siècle et non au XIIIe siècle par les moines de l'abbaye de Mouzon, comme on le pensait jusqu'à présent. Je vous mettrai de la documentation sur mon site passionmédiéviste.fr si vous voulez en savoir plus. Et une preuve de plus que l'histoire et l'archéologie sont des sciences en mouvement qui nous permettent d'apprendre toujours plus de choses sur nos monuments historiques. J'espère que cet épisode sur le château de Sedan vous aura plu, vous aura intéressé et vous aura donné envie de venir. Parce que oui, effectivement, vous l'avez compris, c'est un château qui est compliqué par son architecture, par son histoire. Et donc peut-être que vous n'êtes pas sûr d'avoir compris comment est ce château. Eh bien, le mieux c'est de venir le voir de vos yeux. De toute façon, je vous mettrai sur le site passionmédiéviste.fr des photos, même des conseils de lecture comme d'habitude pour aller plus loin. Je tiens à remercier Constance Ertu qui travaille donc pour le service du patrimoine de la ville de Sedan de m'avoir proposé cette collaboration. Et si vous aussi, il y a un endroit où vous dites mais oui, il faut un épisode de Passion médiéviste dessus, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec une proposition pour en discuter. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste, que ce soit en studio avec un jeune chercheur ou une jeune chercheuse, que ce soit dehors en immersion sonore, mais toujours en lien avec le Moyen-Âge. Salut!